On parle énergie verte avec deux géants de l'économie mondiale, Google et Engie. Bonjour Marc Oman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur énergie Europe chez Google. Bonjour Alexandre Kosker, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Directeur des activités de trading électricité chez Engie. Un partenariat et une annonce, Marc Oman, qui a été faite il y a moins d'un mois, un investissement d'1 milliard d'euros en Allemagne, 1 milliard d'euros d'ici 2030. C'est quoi l'objectif ? Alors, notre objectif en Allemagne et l'objet du partenariat avec Engie, c'est d'apporter une électricité décarbonée, mesurée au pas horaire, pour toutes nos activités en Allemagne. Donc, Google, de par le monde, exploite un réseau de data centers qui consomment de l'électricité. Et l'objet de l'annonce, le milliard, c'est à la fois la construction de nouvelles capacités de calcul de data centers en Allemagne et la fourniture d'électricité décarbonée à travers notre partenariat avec Engie. C'est quoi la politique en termes de data center ? Je voyais que celui de, je ne sais pas comment on prononce, Hanau en Allemagne, qui fait 10 000 m² aujourd'hui, va s'agrandir. Est-ce que la bonne solution, c'est d'avoir des data centers de plus en plus grands, ou c'est de multiplier les petits ou les moyens ? Disons que les deux logiques ont leur raison d'être. Oui. La raison d'avoir des data centers très grands, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces en termes environnementaux. C'est-à-dire qu'une entreprise va réduire son empreinte environnementale en migrant sur le cloud et en stockant ses données dans des data centers où tout est conçu pour optimiser et réduire les coûts et la consommation. Certains clients, certains utilisateurs préfèrent avoir leurs données très proches ou dans un pays donné. Donc ça justifie aussi l'autre logique qui est de construire certains data centers plus proches des clients dans des pays, des villes spécifiques. D'accord, donc vous jouez les deux cartes en même temps. Alexandre Kosker, donc l'idée c'est de fournir de l'énergie verte. Alors évidemment c'est l'un des métiers, l'une des compétences, l'un des talents d'Engie. Comment vous allez répondre à cette demande, à cet objectif 80% d'énergie verte ? Alors effectivement, vous l'avez dit, la stratégie d'Engie, c'est d'agir pour accélérer la transition zéro carbone, que ce soit celle de nos clients, comme Google, ou la nôtre. Et pour ça, on a des ambitions très très fortes en termes de développement de production renouvelable dans le monde. Aujourd'hui, on est environ à 31 gigawatts de capacité renouvelable. On est le premier producteur éolien en France, le premier producteur solaire en France, et on vise 80 gigawatts d'ici 2030. 2030, c'est demain. Oui. Donc comment est-ce qu'on va faire pour répondre aux besoins de Google? Eh bien, on a accès à l'ensemble de notre parc de production, éolien ou solaire en Allemagne, et on va aller chercher, heure par heure, la bonne énergie renouvelable que l'on va mettre en face des besoins de Google. Est-ce que ça passe aussi, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, mais par la construction de nouvelles infrastructures, ou alors c'est aller trouver les bonnes sources? Alors, ça passe évidemment par des nouvelles infrastructures, des nouveaux développements de projets. Donc ce contrat va permettre de développer des nouveaux parcs solaires notamment, mais ça va permettre également d'étendre la durée de vie de parcs existants. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réalité physique derrière ces contrats. On a vraiment des actifs de production qui vont directement livrer Google en énergie renouvelable 24/24, 7 jours sur 7. Allonger la durée de vie d'un parc existant, c'est important parce que l'efficacité de l'énergie renouvelable, elle se juge aussi là-dessus, sur le cycle de vie d'un produit, d'un site de production. Absolument. Le cycle de vie, l'empreinte écologique de l'ensemble de ces actifs. Donc, augmenter leur durée de vie, ça permet de réduire cette empreinte. Donc c'est un contrat d'une durée de 3 ans. Il y a cet objectif, je le rappelle, d'atteindre les 80% des opérations de Google avec cet objectif de décarbonation, objectif 2030. Est-ce que vous êtes en avance sur cet objectif? Vous vous situez comment? Parce qu'on l'a dit, c'est demain, ça va aller très vite. Absolument. Alors, cet objectif, il a été annoncé par notre PDG en septembre 2020. Oui. Donc, l'annonce elle-même est récente, mais comme l'a dit Alexandre, 2030, c'est demain, et donc on n'a pas de temps à perdre. Donc, cette annonce, c'est la première annonce en Europe d'un contrat de ce type. Et je vais insister un instant sur la nature très particulière de ce contrat. Ce n'est pas juste un autre contrat énergétique, c'est, à ma connaissance, le premier contrat jamais signé en Europe dans lequel un fournisseur d'énergie, Engie, s'engage à mesurer chaque heure la nature de l'électricité livrée et s'engage à ce qu'elle soit au minimum à 80% décarbonée. C'est tout à fait différent des autres contrats qu'on peut entendre. On parle de neutralité carbone, on entend parfois le 100% renouvelable. L'accord que nous venons d'annoncer, c'est mettre la barre le plus haut. C'est mesurer l'énergie à chaque instant
là où elle est consommée. Et donc, c'est un énorme défi pour la planète et pour Google. Nous sommes ravis d'avoir signé ce premier contrat avec Engie, mais il faudra le reproduire. Et nous souhaitons le reproduire dans d'autres marchés où nous sommes présents. Et nous espérons que d'autres grands consommateurs mettront en place les mêmes ambitions. Qu'apporte Google à Engie et inversement? Je commence avec vous. Disons que nous sommes un grand consommateur d'électricité, donc nous avons des besoins forts, des quantités, nous consommons beaucoup d'énergie. Nous sommes aussi un client très exigeant. C'est dans notre ADN de vouloir être innovant, de vouloir mettre la barre très haut. Et donc je pense qu'en termes d'exigence environnementale, je pense qu'on apprend l'un de l'autre. Engie a des compétences très fortes, des très bons ingénieurs, et nous avons une vision à la fois des gros marchés que nous souhaitons atteindre, et donc nous sommes des très bons partenaires. Même question, Alexandre Kosker. Google nous apporte deux choses. La première, c'est qu'il nous aide à repousser les limites de ce qu'on est capable de faire en termes d'innovation. Et comme le disait Marc, c'est important pour Google, c'est important pour nous, mais c'est important pour le marché. L'urgence climatique est telle qu'il faut qu'on partage ces innovations avec le reste des acteurs. Et ça, c'est très important, c'est leur philosophie et c'est la nôtre. La seconde chose, c'est que la donnée est au cœur de nos activités de trading de l'électricité. Je vais prendre un exemple très simple dans le domaine de l'éolien. On gère plusieurs milliers d'éoliennes dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'on récupère en temps réel la production de ces éoliennes. On va aussi avoir des modèles qui, chaque heure, vont prévoir la production à venir pour les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines journées. On stocke toutes ces données, on analyse, on les nettoie, on les traite. On a derrière des outils de machine learning. Et vous sentez bien que des géants du web, pour qui la donnée est au cœur du métier, ont des choses à nous apporter dans ces domaines autour de la donnée. Ouais, effectivement, Google qui exploite 18 centres de données dans le monde, c'est ça, le chiffre est bon. Le taux moyen d'énergie décarbonée aujourd'hui, c'est 61%. C'est ça. Donc, et vous voulez atteindre ce niveau de 80%. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est intéressant. C'est-à-dire l'utilisation des données, la mise en valeur de ces données, c'est aussi un outil de décarbonation et d'efficacité énergétique. Absolument. Et je dirais que pour nous, c'est une des clés en fait de l'offre de valeur de Google Cloud. C'est que on offre non seulement les capacités de stockage de manière très fiable, très sécurisée, mais aussi on apporte notre ADN en termes d'innovation dans lequel l'intelligence artificielle, le machine learning sont vraiment le cœur. Un bon exemple, c'est qu'on a un outil de machine learning qui nous a permis d'améliorer la prédictibilité de la production éolienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer pour l'industrie renouvelable au sens large, pas que pour un client donné. Ouais. Alors sur les éoliennes, justement, en France, c'est compliqué quand même le développement de l'éolien. Le débat, il reste vif sur l'impact réel, le cycle de vie, j'en parlais, le coût du kilowattheure, bref, l'enlaidissement des paysages. Je ne vais pas faire tous les arguments de ceux qui s'y opposent, mais est-ce que ces polémiques, elles existent aussi en Allemagne, qui est un pays avec un engagement écologique fort, avec des partis verts qui ont été plus forts historiquement que les partis verts français, ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, not in my backyard, pas de ça chez moi en quelque sorte. Est-ce que ça existe aussi en Allemagne, Alexandre Kosker? Alors c'est vrai que l'Allemagne est un pays particulièrement intéressant à cause de la trajectoire que les politiques ont choisie. Je rappelle que l'Allemagne sort du nucléaire en 2022 et sort du charbon au plus tard en 2038. Et s'est engagé massivement dans du développement de renouvelables. Il y a environ 100 gigawatts de renouvelables en Allemagne. Donc évidemment qu'il y a ce genre de discussion, mais j'ai envie de dire que l'Allemagne n'a pas le choix, étant donné les choix politiques qui ont été faits au niveau du charbon et du nucléaire, que de s'orienter vers plus de renouvelables. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à équilibrer un réseau, parce que je rappelle qu'on doit équilibrer l'offre et la demande en temps réel, dans un monde dans lequel on n'a pas encore la main sur le soleil et le vent. Et donc, comment s'assurer qu'on a suffisamment d'électricité quand le vent ne souffle pas, qui est le cas au mois de septembre. Septembre, cette année, il y a très peu de vent, pardon. C'est un mauvais mois éolien, on va dire ça comme ça. Historiquement bas en termes de production d'électricité éolienne. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à équilibrer ce réseau en temps réel. Les mots, je faisais il n'y a pas longtemps sur cette antenne une émission qui s'appelle Ethic et Smart, où on était vraiment sur la thématique de la frugalité numérique avec des acteurs du secteur. Ça signifie quoi? Alors évidemment, vous êtes en train de faire une démonstration d'orientation et de stratégie, mais ça signifie quoi, frugalité ou sobriété numérique pour un géant comme Google? Disons que c'est tout à fait cœur, c'est-à-dire que la sobriété, c'est évidemment la meilleure façon de limiter son impact environnemental. Toute notre organisation nous porte sur le fait de mettre des outils à disposition qui sont par nature
frugaux. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la construction d'un data center, on met tout en place pour que l'empreinte environnementale par unité de calcul est faible. Et j'aimerais insister sur juste une donnée pour étayer le débat. Oui. La capacité de calcul dans le monde a été multipliée par 10 depuis 8 ans pour les data centers. C'est une explosion énorme. La quantité d'électricité par unité de calcul sur la même période a augmenté de 6%. Grâce au gain d'efficacité, des data centers plus grands, plus efficaces, qui consomment moins d'énergie, ou de l'électricité plus propre. Donc je pense qu'il faut tout à fait se rappeler que la croissance des data centers s'accompagne également d'une croissance de la frugalité parce que chaque unité de calcul est plus efficace. Par exemple, donc, avec ce milliard d'investissements, il y a le projet d'un nouveau site de stockage des données, je crois que c'est dans la région de Berlin, c'est ça. Donc vous créez un nouveau data center. Oui. En quoi il sera très différent des autres? Quelques exemples pour prendre conscience de ça. Disons que les data centers, c'est comme un peu toute innovation technologique. Il y a des générations. Donc les premières générations étaient construites il y a 10-15 ans, qui étaient plus petits, moins efficaces. Le refroidissement, donc les data centers doivent refroidir les serveurs, sinon qu'ils chauffent. On peut les refroidir avec de l'air, on peut les refroidir avec de l'eau. Il y a différentes techniques. Et donc aujourd'hui, on a observé en fait une réduction des coûts d'énergie qui sont nécessaires au refroidissement des serveurs. Donc ça, c'est la première innovation technologique. D'accord. Ça, même en termes d'architecture, ils sont différents, ils sont orientés différemment. Je ne sais pas, je suis un peu béotien, mais c'est quoi les leviers, quoi? De l'extérieur, elle est tout à fait simple. C'est juste un très grand hangar avec des rangées data centers. Après la construction de la puce, toute l'innovation est là. Mais de l'extérieur, il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. Vous parliez de la consommation d'eau. En préparant l'émission, j'ai trouvé ce chiffre qui est donné par Google. 129 milliards de litres d'eau consommés en 2019. Avec cet objectif-là aussi, on est dans les objectifs 2030 qui ont été donnés par le Big Boss. Reconstituer 120% des volumes d'eau consommés. Donc ça veut dire que vous allez faire en sorte de produire, enfin je le dis avec mes mots, de produire plus d'eau que vous n'en consommez. C'est ce que j'ai bien compris. C'est ça. Donc on ne produit pas de l'eau, mais on va faire en sorte que dans les endroits où nous allons implanter des data centers, nous allons pouvoir faire en sorte que l'écosystème de l'eau, data center par data center, soit replenished, le terme anglais, en français peut-être reconstitué, à hauteur de 120% de ce que nous avons consommé pour refroidir nos data centers. Et là aussi, je sais que ce n'est pas exactement votre domaine, mais vous avez fait les mêmes progrès sur l'eau que sur l'électricité ou l'énergie nécessaire à produire la donnée? Je dirais qu'on est plus en avance en termes d'électricité. On s'appuie sur des acteurs de premier plan comme Engie et d'autres. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a une réflexion industrielle et disons, l'urgence climatique est telle que l'attention porte là-dessus, mais c'est vrai que l'eau, c'est l'enjeu de demain. C'est clairement les mêmes défis, peut-être même encore plus grands, et donc c'est très important de s'y atteler aussi. Alexandre Cosquer, on va terminer peut-être avec la France, parce qu'il y a ce partenariat, voilà, on lui a consacré du temps dans l'émission, et on est heureux de le faire en Allemagne. Est-ce qu'il y a des projets français entre Engie et Google? Écoutez, c'est plus à Marc d'en parler, mais évidemment, la France est un pays que l'on regarde avec Google, qui est un pays sans doute un peu plus en retard, comme je le disais, que l'Allemagne dans son développement renouvelable, sans doute à cause de la place du nucléaire. Mais c'est un pays où on est particulièrement bien placé, étant donné notre position de leader de production éolienne et solaire. Donc, évidemment, nous sommes l'acteur de référence quand il s'agit de faire des PPA en France. Bon, et il y a des projets français? Donc, nous avons annoncé l'ouverture d'une région Google Cloud en France en 2022. Et donc, dans le contexte du lancement de cette région, nous allons évidemment chercher à faire en sorte que l'électricité qui permet de faire tourner cette région cloud soit décarbonée. Et donc, des discussions sont en cours avec des acteurs de différentes tailles pour justement faire en sorte d'avoir l'offre la plus décarbonée possible en France également. On suivra ça évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On passe à Smart Ideas avec une marketplace qui est spécialisée dans la seconde main pour vos articles de sport, vous allez voir.